dit que ça ne concerne pas seulement les hommes, ou l'homme avec un grand H, parce que le grand débat qu'il y a, c'est qu'il y a hommes et femmes, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, on s'est mis à parler des droits humains, parce que nous sommes tous des humains, hommes et femmes. J'en suis sûr que les femmes sont d'accord avec moi, pour une fois, j'espère au moins. Hein. Voilà. Donc le prochain intervenant, j'ai eu l'occasion de parler quelques minutes avec lui à l'entrée. Il nous vient du Bénin. C'est un membre de la diaspora béninoise qui vit en France. Donc c'est Rigobert Comlin. Je vous cède la parole. Comme ça, vous avez le temps de dire des choses solides, mieux que moi, parce que moi, je suis en train d'occuper l'espace. C'est tout. Hein. Merci beaucoup. Donc, merci de me donner la parole. Si vous permettez, je vais commencer par remercier les organisateurs de la présente conférence, en particulier l'ADH, d'avoir bien voulu nous donner l'occasion de témoigner sur ce qui se passe dans différents pays concernant les droits de l'homme. Comme vient de le dire le modérateur, je réside en France depuis 1986. Mais il faut noter qu'au départ, j'ai été un réfugié du Bénin en France. J'ai travaillé au Bénin pendant 3 ans, dans les années 80. Et je suis en France depuis 1986. J'ai également la particularité d'être à cheval sur 2 pays, le Bénin et le Togo. J'ai encore la moitié de ma famille au Togo. Pour faire simple, je vais essayer de ne pas trop détailler. Mon intervention va compléter un peu l'intervention de mon ami et frère Philippe Amedodji, qui a été l'un des premiers donc à intervenir ici. Il se fait malheureusement que le Togo et le Bénin, comme dirait l'autre, c'est presque comme même pipe, même tabac. Au Togo, on a une dictature qui persiste depuis plusieurs décennies, donc depuis les années 60. Une dictature à la fois héréditaire et sanguinaire. La particularité de Bénin, c'est d'avoir connu à l'intervalle de 30 ans 2 dictatures. J'ai eu la chance donc de participer au premier combat contre la première dictature et c'est ça qui m'a valu donc de devoir prendre le chemin de l'exil. L'une des caractéristiques des dictateurs ou des dictatures de façon générale, c'est que, 1, elles sont en général prolifiques en texte de loi. Mais la réalité montre que ces lois-là, c'est pour amuser la galerie. Parce que sous une dictature, la loi réelle, c'est la volonté du dictateur. La conséquence est directe et immédiate. C'est ce que les juristes appellent l'insécurité juridique. Que ce soit au Togo ou au Bénin, le dictateur et son clan s'accaparent des deniers publics et de tous les secteurs vitaux de l'économie. Et bien sûr, comme vous le savez, partout où il y a exploitation, partout où il y a domination, il y a toujours des citoyens qui se lèvent pour dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons des droits que nous sommes déterminés à nous battre pour faire respecter. Et la conséquence, là aussi, semble un peu logique. La terreur, la répression, des morts, des embastillements par paquet. Aujourd'hui au Bénin, on a plusieurs centaines de détenus politiques qui depuis 5-6 ans ne sont jamais passés devant un juge et savent à peine ce qu'on leur reproche. Bien sûr, on sait que c'est parce qu'ils portent donc des voix discordantes par rapport à ce que le dictateur veut entendre. Et de ce point de vue, la diaspora a un rôle important à jouer.
D'abord, première chose, c'est qu'il faut faire connaître à l'opinion nationale et surtout internationale l'état des droits de l'homme dans ces pays-là. Deuxième chose, il faut aider les populations à se convaincre qu'elles ont des droits. Et que pour que ces droits-là soient respectés, il leur faut se battre. Se battre au quotidien pour faire respecter leurs droits. Et qui dit répression, qui dit terreur, dit souvent des victimes de la répression. Et donc, organiser des conférences pour faire connaître les droits, mais organiser également des tournées pour rendre visite et soutenir les victimes de la répression, les victimes de la terreur. Et de ce point de vue, nous qui sommes dans la diaspora, nous avons un devoir de solidarité, à la fois avec les victimes, qu'avec ceux qui osent se battre sous le chape de plomb de la dictature. Et c'est ce que nous faisons beaucoup. Exemple concret, aujourd'hui en France, je suis membre d'une organisation qui s'appelle Comité culturel pour la démocratie au Bénin, qui est en réalité la section France de l'une des plus grandes organisations de défense des droits de l'homme qui s'appelle ODHP, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas anodin. Organiser des conférences sous dictature, cela demande des moyens. Cela demande également de bonne volonté. Et les moyens, comme on le sait, c'est le nez de la guerre. Au passage, il faut rappeler ici que qui dit dictature dit une véritable guerre qui ne dit pas son nom contre les peuples et contre les populations. Et quand vous savez que derrière, le dictateur et son clan s'accaparent de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale, cela permet donc de comprendre que la tâche est colossale. Voilà en quelques mots les témoignages que nous pouvons faire. Vous pouvez trouver sur Internet des dizaines de témoignages des combattants, des combattants aux côtés des peuples contre la dictature. Un livre a été édité dans les années 90 qui s'appelle « Livre blanc sur la torture au Bénin de 1972 jusqu'en 1990 ». Aujourd'hui, il est très difficile de trouver ce livre en librairie. Cependant, à la faveur donc, du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons mis ce livre en ligne sur Internet. On peut encore le consulter. C'est très, très riche en termes de témoignages. Et bien sûr, nous rêvons encore d'accumuler d'autres témoignages sous la deuxième dictature, puisque le Bénin est en train de connaître donc sa deuxième dictature depuis 2016. Et donc, de ce point de vue, autant dire que les combattants de la liberté ont une tâche colossale, et à leur côté, bien sûr, les Béninois de la diaspora et de façon générale, les Africains de la diaspora. Si vous permettez, je vais m'arrêter là pour le moment, pour ne pas monopoliser la parole. Et bien sûr, je reste ouvert pour essayer d'apporter des éléments de réponse à toutes sortes de questions que vous pouvez vous poser concernant le Bénin, concernant l'Afrique en général, concernant le Togo également, bien sûr, parce que nous restons très, très attentifs à ce qui se passe dans les pays, dans pratiquement tous les pays d'Afrique, à commencer par les pays de la sous-région ouest africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le prochain intervenant, c'est, je ne vois plus dans la salle. Ah oui, d'accord. C'est... Viens ici. Non, pas comme on veut. Tu viens ici. Ah, d'accord. Et en fait, quand on a plusieurs casquettes, c'est vrai que... Hein, voilà. Voilà. Amin Loufti Hachemi, il est de l'organisation Peaceful Connect. Amin, enfin,
avec toutes les casquettes que tu as, je te laisse choisir. Ouais, Peacefully Connected, ça voilà, donc tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Assalamu alaikum. Welcome everybody. Bonne tarde. Hola. Je suis donc Lotfi Amin Hashemi. Je suis président aujourd'hui élu de Peacefully Connected, qui est une association qui regroupe qui a été initiée par un vétéran casque bleu. Et c'est tout un symbole, puisque nous aimons tout ce qui est structuré. Nous travaillons en cercle, pas en triangle. Pour ceux qui comprennent, ça veut dire qu'on n'a pas de hiérarchie. Je suis président, mais je suis autour de la table, comme les autres. Et d'ailleurs, j'aurais dû mettre ma veste avec le blason de l'Europe, parce que nous croyons encore et nous rêvons au roi Arthur. Peacefully Connected est une association signataire avec 150 religions. Peacefully Connected est une association qui regroupe 3000 croyances. Peacefully Connected est une association qui représente, parce que je suis musulman, mais 30 000 dieux. C'est ça la diversité. Nous sommes dans la deuxième ville la plus diversifiée, cosmopolite dans le monde, après Dubaï. Et la Belgique a cette chance et cette force que sont les diasporas. Donc aujourd'hui, I'm sorry for the people who speak English, but my redaction, my article, it's on my LinkedIn in English. Donc je m'excuse auprès des personnes qui parlent anglais, mais j'ai fait l'article et j'ai publié mon article avant de vous le présenter. Parce que nous sommes ici pour nous connecter dans la vraie vie. Nous sommes ici pour vous demander, en tant qu'Africains, je suis blanc, oui. On nous divise souvent entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais en fait, nous sommes du même continent. Et pour moi, il n'y a pas de couleur. Nous sommes tous des humains. Il y a eu des erreurs, et souvent je m'excuse parce que je suis arabe, et soi-disant que nous sommes à la tête de l'esclavagisme. Mais en fait, c'est faux. Quand l'Arabie ou quand l'islam a démarré, il y avait déjà l'esclavagisme. Le problème aujourd'hui qui est là, c'est qu'en dehors de la Belgique, en dehors de Bruxelles, nous ne pouvons pas parler de cette diversité et de cette diaspora. Alors j'ai résumé le texte et l'article et je vais vous parler des points forts, parce que pour moi c'est très important. Je suis un homme des médias et je suis un communicant africain. Et tellement c'est compliqué la politique, je ne m'occupe plus de mon pays. Je ne m'occupe plus de l'Afrique du Nord, parce qu'on a tellement souffert. On nous a traités de moudjahidines alors que nous sommes des journalistes et des hommes de paix. On nous a traités de corsaires, pour ceux qui connaissent la différence entre pirates et corsaires. Les pirates n'avaient pas de principe. Les corsaires dépendaient du Dey, donc c'était un État qui s'est rebellé contre les États-Unis à l'époque et autre chose. Mais en tout cas, ce sont des gens qui allaient se servir, c'est vrai. Alors aujourd'hui, pour moi, la diaspora, c'est très, très important. Ça fait, depuis que je suis en Belgique, que je fréquente les diasporas. Et j'ai la chance d'être né dans une télévision, qui est la télévision algérienne, dont ma mère aussi était un des piliers et qui est toujours en vie, qui, elle, était moujahida. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir discuter avec tout le monde, que ce soit avec un éboueur ou un président. Et que quand on discute avec un président, on a la franchise de lui dire la vérité. Quand ça ne va pas dans un pays, même si on est sûr de perdre le contrat publicitaire, eh bien on lui dit « Monsieur, les droits de l'homme ne sont pas respectés ». Nous sommes aujourd'hui ambassadeurs de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, le 16 mai, qui est juste la veille du 17 mai, qui est la journée contre l'homophobie. Donc aujourd'hui, oui, on dit ici homme, femme, mais sachez qu'à Bruxelles, on dit aussi autre, parce qu'on a le respect des personnes qui veulent autre chose. Et c'est vrai que la loi belge, aujourd'hui, condamne toute personne qui discrimine une personne à cause de sa religion, son sexe ou autre. Donc aujourd'hui, pour moi, les diasporas, il y a 5 points essentiels. Et j'adore à chaque fois 5. C'est en même temps la main de Fatima, Myriam pour qui connaissent. Mais en même temps, c'est une main toute seule ne peut rien faire, il faut 2 mains. Mais si on a 5 doigts, c'est qu'il y a 5 principes. Et chez nous, par hasard, il y a 5 piliers de l'islam. Donc pour moi, la diaspora doit s'investir financièrement et économiquement.
Combien de fois on n'a pas travaillé avec les diasporas, il n'y avait pas l'argent? Combien de fois les pays nous ont appelés pour travailler avec notre argent et après on n'avait pas de retour? Mais si on n'a pas le nerf de la guerre, c'est-à-dire le côté financier et économique, on ne peut pas réussir en tant que diaspora. Le deuxième, c'est le transfert de connaissances et de compétences. Hier, j'ai fait 4 Zooms avec des sommités de la diaspora. Et on est tombés tous sur les mêmes conclusions. Vous me parlez du Togo, vous me parlez du Bénin. Eh bien, hier, je parlais aussi de Ouganda, je parlais de Zambie. Et chaque pays africain a les mêmes spécificités. Quand on est en Afrique, on réagit comme un Africain. Mais quand on sort de l'Afrique, on réagit comme dans une personne qui vit dans un monde